Dans le cadre de la politique du gouvernement sur les logements sociaux et économiques, 82 maisons ont été construites au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. Les bénéficiaires ont reçu les clés de leur logement d'une valeur de 7 500 000 francs chacun. La réalisation de ces logements est aussi le résultat d'un partenariat entre l'État burkinabé et les promoteurs immobiliers du privé. Dans le grand format de ce dimanche, nous nous intéressons aux énergies renouvelables. L'utilisation de ce type d'énergie telle que le solaire est de plus en plus encouragée au Burkina Faso pour faire face au déficit de l'énergie conventionnelle. Mais combien de Burkinabés peuvent-ils avoir accès aux équipements de l'énergie solaire et qu'en est-il de la qualité de ces équipements? Éléments de réponse dans les dossiers réalisés par notre rédaction, mais aussi avec l'invité de ce journal, le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. À l'étranger, après l'escalade verbale, c'est la démonstration des forces entre Washington et Pyongyang. Ce week-end, les États-Unis ont envoyé des chasseurs et des bombardiers sur les côtes nord-coréennes. Mais cette démonstration de forces militaires et les autres sanctions internationales ne semblent pas inquiéter la Corée du Nord qui persiste à se procurer l'arme nucléaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, nous prenons la direction de Bobo-Dioulasso où le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé à la remise officielle des clés des logements sociaux. Et ce sont plus de 80 logements d'une valeur de 7 500 000 francs chacun qui ont été remis aux bénéficiaires. Ces logements sont le fruit du partenariat entre l'État burkinabé et les promoteurs privés Manekayen, Sirik Milogo et Mireille Carole Tougouma. Cette villa appartient désormais à M. Nikiema. Il reçoit officiellement la clé de sa nouvelle demeure. Comme lui, ils sont au total 22 personnes à bénéficier des logements sociaux ici au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. Je suis animé d'un sentiment de joie et même de satisfaction. Quand on sait qu'il n'est pas facile d'obtenir un terrain et même le mettre en valeur. Donc on ne peut que se réjouir. Ce programme de logement est né de l'ambition du gouvernement d'offrir aux Burkinabés des habitations décentes. Un programme réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. La partition de l'État, c'est la mobilisation du foncier, c'est-à-dire trouver les terrains, les aménager, l'aménagement du foncier, et un minimum la viabilisation primaire, qu'on puisse ouvrir les grandes voies, qu'on puisse faire les grands caniveaux, etc., etc. En ce moment, les promoteurs privés interviennent pour la construction et le placement des logements. Moi-même, j'étais en location en 2006. On a eu beaucoup de difficultés. Après ça s'est passé. Dieu nous a aidés. On a continué à émerger dans le commerce. Ça va. Mais maintenant, comme le gouvernement a lancé ces programmes, on sait les difficultés qui est dedans et on sait qu'on peut soutenir l'État. Donc nous, on s'est engagé dans les programmes. Ce programme qui est vraiment vital. Le coût global de chaque villa est de 7 500 000 francs CFA. Un apport de 10% est déboursé par bénéficiaire dès l'acquisition. Le reste est remboursable sur une période de 10 à 20 années en fonction des revenus de l'intéressé. Du côté de Kayao, dans le Bas-Zéga, ce ne sont pas les logements qui constituent la préoccupation du moment, mais plutôt la réalisation d'un pont sur le fleuve Nazinon. L'absence d'une telle infrastructure est à la base de l'enclavement de plusieurs villages de la zone. En attendant peut-être la réalisation d'un ouvrage pour désenclaver la zone, les populations sont obligées d'utiliser des pirogues ou de passer par un pont de fortune pour allier certains villages. On fait le constat avec Oscar Soulama et Kadi Sanogo. Nous sommes ici sur le fleuve Nazinon, situé dans la commune rurale de Kayao, à 35 km de Saponé dans le Bas-Zéga. Aujourd'hui, les populations de 9 des 24 villages de la commune rappellent au maire les calvaires qu'elles subissent depuis plus de 20 ans. Ces villages sont enclavés par le manque de ponts pour aider les autres villages de la commune qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Pour rejoindre l'autre partie de la commune, où se trouvent les hameaux de culture, deux options s'imposent. Prendre la pirogue qui transporte les motos et les habitants ou emprunter le pont de fortune en bois artisanalement construit par les populations
et là aussi avec tous les risques. Nous avons beaucoup de problèmes ici. J'avais 3 enfants, dont le plus âgé avait 17 ans. En voulant traverser le fleuve pour Kayao, ils se sont tous noyés. C'était le plus grand choc de ma vie. Nous demandons à Dieu de nous venir en aide, ainsi qu'aux autorités, pour que pareille situation ne se reproduise plus. Nous les femmes, nous avons beaucoup de préoccupations au niveau de la santé. Les femmes qui sont sur le point d'accoucher et qui doivent rejoindre la formation sanitaire de Kayao n'arrivent pas à traverser le pont et des drames se produisent. Il n'y a pas de route. Bientôt, c'est la rentrée scolaire et nos enfants qui doivent fréquenter le CG de Kayao de l'autre côté du fleuve sont bloqués. Que faire? En 2000, il y a eu une première tentative pour trouver solution au problème. Des poteaux implantés grâce à l'appui de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré, sont restés sans suite. L'importance de cette cérémonie, c'est pour rappeler aux autorités, le président et au gouvernement, que les témoins que vous avez reçus ici, c'est vraiment c'est au fond de leur cœur qu'ils vous disent. Aujourd'hui, problème de santé, problème d'agriculture, problème de l'élevage, vraiment c'est une préoccupation. La promesse que le président du Faso nous a promis, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas en un seul jour, mais c'est déjà 2 ans qu'il vraiment voit le problème de Kayao. En attendant, les populations vivent leur calvaire et prennent des initiatives avec tous les risques. Mais elles gardent toujours l'espoir de voir l'érection d'un pont, symbole de la fin de leur souffrance et du développement de leur localité. Et en cette période d'hivernage, une autre préoccupation du monde paysan, c'est celle du manque de zones pastorales dans certaines localités du Burkina Faso. Le problème est vécu actuellement par de nombreux éleveurs dans la région du Nord. Le manque de zones de pâturage handicape la pratique de l'élevage dans le Nord. Et pourtant, l'élevage est l'un des secteurs pourvoyeurs de richesses dans cette région. Irénée Kabouré, Alidou Alain et Savadougou. Zone pastorale de Tiou dans les Yatenga. C'est une superficie d'environ 19 000 hectares qui a été balisée pour le développement du cheptel au profit des éleveurs dans cette localité. Selon les statistiques du plan communal, cette zone compte environ 43 000 caprins, 31 000 bovins et 31 000 ovins. L'élevage constitue un véritable creuset d'économie pour nous. Mais l'agriculture tend à occuper l'espace et plusieurs fermes ont disparu. Si à Tiou, la priorité est accordée aux bovins et aux caprins, à Sala et Sologo dans les Lorum, l'accent est mis sur l'élevage de la volaille qui fait la fierté des familles. Car dans ces villages, l'élevage est la principale source de revenus des populations. L'aviculture nous intéresse parce que l'écoulement de la volaille est facile. La demande est souvent forte, qu'on vend vite et on se retrouve finalement avec des poussins et quelques poules. Pour ce qui concerne l'aviculture, il n'y a pas trop de soucis, sauf qu'on constate qu'au niveau des producteurs là, il y a des insuffisances techniques. C'est ce qui justifie le fait que les taux de mortalité sont toujours élevés en aviculture traditionnelle. Selon les responsables régionaux en charge de l'élevage, le Nord a enregistré en cette année 2017 environ 4 millions de volailles, 1 300 000 caprins, 1 million d'ovins et 440 000 bovins. Ce qui lui confère, à en croire leurs propos, une place de choix au Nord dans les classements des régions. Cependant, l'absence d'aide de pâturage constitue un sérieux problème au développement de ce secteur dans la zone. Nous avons envoyé nos animaux en transhumance par manque d'espace. Ça ralentit la production, mais ça permet d'éviter les conflits. J'ai fait un tour une fois à Caen, des éleveurs qui disent qu'ils transhument, ils vont du côté du Mali. C'est nous qui connaissons qu'il y a la frontière. Et les animaux sont là-bas, ils ne reviennent plus au niveau du Burkina. Donc c'est des pertes que nous allons constater parce que comme l'espace s'amenuise et que de l'autre côté, il a l'espace pour faire perdre ces animaux, il ne revient plus au niveau du territoire burkinabé. À cela s'ajoute
le manque d'équipement du poste de contrôle vétérinaire frontalier de Tiou, chargé d'accompagner l'élevage dans la région. Tout animal, tout produit vétérinaire qui entre du côté du Mali ou qui sort, sont soumis à l'inspection du service frontalier vétérinaire. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de matériel de bureau pour travailler, bon, ce serait un peu difficile. La direction régionale de l'élevage, avec le soutien de ses partenaires, s'active à résoudre ces problèmes. Nous avons l'appui du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la réalisation vraiment d'une mare et le fonds d'intervention pour l'environnement qui nous appuie surtout à la récupération des terres dégradées, surtout dans 6 villages de la région, dont la zone pastorale de Tiou, et le projet Nertamba pour la scarification de 30 hectares dans la zone pastorale. Enfin, l'APS qui a déjà réalisé 2 forages et qui compte vraiment un reboisement des espaces locaux dans la zone. Pour le développement du cheptel et la sauvegarde de leur patrimoine, les éleveurs se sont organisés en association. La création des zones pastorales et d'aires de pâture serait nécessaire pour booster l'élevage dans cette partie du Burkina. L'élevage, mais aussi la pratique de l'agriculture, ce sont autant d'activités auxquelles s'adonne le Lalé Naba Tigré sur sa ferme située à Dapelgo dans l'Oubritanga. La particularité de ce promoteur, c'est qu'il pratique l'élevage et l'agriculture moderne. Hier samedi, le ministre en charge de l'agriculture et l'ambassadeur de l'Union européenne et bien d'autres partenaires sont allés visiter la ferme du Lalé Naba Tigré. La visite a été suivie pour nous par Jean-Eudes Bayala et Bouma Ernest Nebi. Sur une superficie de 133 hectares, la ferme du Lalé Naba Burkina Sompaïmdi des origines à Dapelgo ne cesse d'attirer des visiteurs. Aujourd'hui, c'est le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, accompagné des partenaires au développement du Burkina, qui la visite. Une ferme où presque toutes les spéculations sont cultivées, des céréales et des légumineuses. Des spéculations à côté desquelles le jatropha et le moringa. L'utilisation dans cette ferme de la fumure organique, du compost et les différents paquets technologiques importés d'ailleurs selon le promoteur permettent d'atteindre de hauts rendements. Dans sa ferme, le Lalé Naba s'adonne également à l'élevage. Après avoir fait le tour des réalisations, les visiteurs se disent impressionnés. J'ai été très agréablement surpris par l'œuvre d'un homme. Notre présence ici, ça dit tout ce que nous avons au sein du gouvernement comme envie d'accompagner et d'encourager des promoteurs comme son Excellence le Lalé Naba Tigré. Une ferme modèle comme celle que nous venons de voir est un élément essentiel qui devrait pouvoir être transposé partout, aux 4 coins du pays, si je puis dire, pour que ces appuis d'accompagnement que nous fournissons donnent tous leurs résultats pour le bien-être de la population du Burkina Faso. Des compliments et des conseils des visiteurs bien reçus ici par le Lalé Naba qui dit vouloir apporter plus d'innovation à sa ferme les années à venir. Très rapidement, d'ici 2 ans, cette ferme devient une ferme écotouristique où la pratique agricole et aussi les visites touristiques peuvent se faire. Une visite qui se termine ici par une cérémonie de remise de présents aux jeunes battants et un tracteur aux promoteurs de la ferme. Un présent offert par Watco Burkina, un groupe spécialisé dans la vente du matériel agricole. Et ce genre d'initiative ne saurait porter fruit si les sols et les ressources forestières ne sont pas suffisamment protégés contre les effets des changements climatiques. Dans ce combat, le ministère en charge de l'environnement a désormais le soutien de la société Megamonde. Cette société s'engage à mettre chaque année 10 000 plants à la disposition du ministère de l'Environnement pour des activités de reboisement. La signature du protocole de partenariat avec Issa Kafando et Mariam Daou. La Direction générale des eaux et forêts et la société Megamonde matérialisent leur partenariat. Un partenariat qui va permettre à cette société privée d'accompagner ce service du ministère de l'Environnement pour la réforestation du couvert végétal. Les gaz à effet de serre, c'est les gaz qui réchauffent l'environnement. Et ces gaz à effet de serre sont émis en grande partie
par, si vous voyez, les motos, les véhicules, etc. Ces gaz à effet de serre, effectivement, qui contribuent à chauffer notre environnement. Il est important que nous ayons de la couverture végétale pour continuer de séquestrer ce gaz carbonique. À travers cette signature, environ 10 000 plants seront disponibilisés par an. Un engagement qui relève de l'esprit de l'éco-citoyenneté selon la société. Tout en sachant que les motos que nous on met à la consommation et produisent des effets de serre comme le DG l'a dit. Donc bon, nous aussi on se sent un peu coupable de ça. Il s'agit que pour chaque moto vendue, il y ait un arbre planté. Donc ce partenariat, il est très important parce que le privé, certes, son but il est économique, mais on vit tous dans un même environnement et il est très important que tout un chacun fasse un effort contre la désertification et contre le réchauffement climatique. Selon le directeur général des eaux et forêts, environ 130 000 hectares de forêts sont détruits chaque année au Burkina Faso. Il souhaite donc que ce partenariat public-privé fasse école et produise des résultats pour le bonheur des générations futures. Voilà qui nous amène à parler de l'énergie verte, mais aussi des énergies renouvelables. Sujet du grand format de ce dimanche, le barrage hydroélectrique de Bagré produit de l'énergie verte, une production qui peut aller jusqu'à 16 MW et qui alimente plusieurs villes du Burkina Faso, dont Ouagadougou et Tenkodogo. Zoom sur cet ouvrage hydroélectrique dans cet élément signé Siedi Larayenne et Omar Zombri. Nous sommes au cœur de la centrale hydroélectrique de Bagré. Ceci est l'un des deux arbres de transmission. Il tourne à une vitesse de 272,7 tours par minute. Le seul carburant utilisé pour le faire tourner est l'eau. Et le principe de fonctionnement est à l'image de l'énergie produite par la bicyclette à l'aide de la dynamo. Petit rappel de la classe de 4e, l'énergie mécanique créée par la rotation des arbres de transmission se transforme en énergie électrique dans les dynamos. Alors, à la sortie de chaque dynamo, on a une tension de 6600 volts. Et cette tension, elle arrive par là, à travers les câbles. On voit donc les 3 barres. Donc, entre 2 barres, on a une tension de 6600 volts. C'est ce qui vient alors de la dynamo. Et on passe sur le transformateur qui élève le niveau de tension de 6600 à 132 000 volts. Et selon Xavier Zidouemba, cette tension est élevée pour faciliter le transport de l'énergie tout en minimisant les pertes. Cette énergie arrive d'abord au poste d'interconnexion de Zano avant de terminer sa course dans les centres de consommation. Quant à la répartition, elle est tributaire de la demande. Si par exemple au niveau de Tenkodogo, il y a une demande d'électricité, ça veut dire qu'il y a une partie qui va aller vers Tenkodogo et l'autre partie va aller vers Ouagadougou. Actuellement, les deux dynamos ne sont pas en pleine puissance. L'énergie d'une seule dynamo peut alimenter plusieurs localités. En période chaude, comme on l'a constaté cette année, alors quand Bagré alimente Tenkodogo et Koupela, et Zorgo, Putenga, Bogandé, Boulsa et Fada, et Bagré aussi, on a environ une puissance de 9 MW. En période de pointe, la centrale hydroélectrique de Bagré peut délivrer jusqu'à 16 MW, dont 8 pour chacune des dynamos. Mais cela est possible si seulement cette retenue d'eau est pleine. Cette année, à cause de la faiblesse des précipitations, ce barrage qui prend sa source depuis Waïguya risque de ne pas être plein. Et selon le responsable de la maintenance, il manque encore environ 2 mètres de hauteur d'eau. Un manque qui va se traduire inéluctablement par une baisse en fourniture d'énergie pour les localités couvertes par Bagré. Et c'est dire qu'il faut déjà se préparer à vivre des périodes difficiles si une alternative n'est pas trouvée pour combler ce gap qui s'annonce. Merci Omar Zombré, vous l'avez dit, des consommateurs qui devront se préparer pour affronter une période difficile et déjà comme alternative. Beaucoup de ménages ont déjà abandonné l'énergie conventionnelle de la Sonabel et sont alimentés par des plaques solaires. Mais ce type d'énergie est aussi perçu par certaines personnes comme un luxe pour le Burkinabé moyen. Le gouvernement a pris des mesures qui tendent à exonérer le matériel solaire des droits de douane, mais cela semble ne pas se ressentir chez le consommateur. Constat avec Idrissa Warga et Zoubavier David Dabiri. L'accroissement des besoins énergétiques des Burkinabés
et les difficultés de déploiement de la Sonabel sur toute l'étendue du territoire conduisent les populations vers un phénomène nouveau, la ruée vers les énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire. Dans cette zone périphérique de Ouagadougou, comme dans les campagnes, ils sont de plus en plus nombreux, à l'image de Moussa Tchendrebego, à alimenter leurs ménages et mener leurs activités professionnelles grâce à cette source d'énergie, même si le coût et la qualité du matériel ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. En tout cas, l'équipement n'est pas facile à avoir. Parce que surtout au niveau des câbles, il y a des câbles originaux et il y a des faux câbles. Ma première fois de payer, le rouleau, je l'ai payé à 45 000. Bon, il dit que c'est 100 mètres, mais ça ne vale pas. 100 mètres. Et deuxièmement, j'ai payé un autre rouleau. Bon, je dis que c'est facile. Et la personne me dit que c'est de bonne qualité. Mais ce n'est pas ça. En 2 ans, je pense que c'est fini de travail. Donc, ça veut dire que c'est la qualité des matériels. Il y a des plaques aussi, tu les vois, ils sont bons, larges, longs, mais quand tu vas regarder sa mémoire là, c'est plus. Fort de ces rapports prix-qualité, Moussa Tchendrebego estime que cette énergie n'est pas à la portée des bourses moyennes. Mais pour Abdoul Lazine Gigma, précurseur dans l'importation du matériel solaire au Burkina Faso, il n'en est rien. L'énergie solaire, il est accessible à tout le monde, actuellement. Ce n'est pas comme avant, comme c'était un peu difficile parce que l'État n'avait pas apporté l'air avec son importation. Le mesure douanière a permis à tous les importateurs qui travaillent beaucoup dans les solaires là, de pouvoir importer beaucoup et pouvoir vendre moins cher. Et beaucoup de gens sont rentrés dedans. Donc, si tu veux poser, tu dis que tu veux vendre cher. Tu ne peux même pas vendre cher puisque l'autre vend moins cher. Voilà. Donc, bon, c'est difficile de contrôler le marché, mais je crois que les gens ont beaucoup compris. Et pour cet expert, avec ces exonérations des taxes douanières sur le matériel solaire, les prix ont fortement chuté. L'on peut donc, selon Abdoul Lazine Gigma, avoir de l'énergie solaire permanente pour au moins 3 ans avec des ressources modestes. C'est simple parce qu'un minimum une plaque de 250 avec une batterie de 150, c'est possible de pouvoir alimenter une poste téléviseur et quelques ampoules et ça marche. Un chiffre approximativement, bon, il faut te dire que c'est à peu près 200 000, 200 et quelques mille, 250 000. On peut avoir une bonne autonomie, quoi. Bon, pour une durée de 4 heures au plus, ça dépend des appareils que vous lui soumettre. La difficulté d'accès à cette énergie réside donc, selon Abdoul Lazine Gigma, dans la qualité du matériel utilisé pour les installations. Aussi, avec la libéralisation de ce marché, les prix vacillent selon les desiderata de certains commerçants. Il appartient aux consommateurs, conclut-il, de s'attacher les services d'experts du domaine en vue d'acquérir un matériel de qualité à un coût raisonnable. Voilà, comme déjà évoqué, les consommateurs se tournent de plus en plus vers l'énergie solaire. C'est même une alternative encouragée, mais comme relevé dans le reportage précédent, le seul bémol, c'est la mauvaise qualité de certains équipements. Ces équipements s'endommagent rapidement selon les clients, mais pour les vendeurs, le problème réside dans le choix, l'installation et l'entretien de ces équipements. Le dossier est signé Kosun Koulibaly et Maïmouna Traouri. Habitant du quartier Bonneville, dans sa partie non couverte par la Sonabel, ce boutiquier a opté pour l'énergie solaire. Il arrive ainsi à alimenter ses congélateurs. Mais son gros souci demeure le stockage de l'énergie. L'énergie solaire, c'est bien. Mais je suis obligé de changer mes batteries tous les 6 mois. Alors que les batteries coûtent cher, entre 150 000 et 200 000 francs. Pour les techniciens du domaine, le problème n'est pas forcément lié à la qualité des équipements. La durée de vie est connue. Après, ça dépend de l'utilisation. C'est vrai qu'ici, il fait très chaud. Et puis, si le dimensionnement est mal fait, nous allons avoir des variations qui vont être préjudiciables pour la batterie si le dimensionnement initial n'a pas été bien prévu, bien calé. Donc, je dirais que la raison est aussi liée au marché, qui parfois peut tromper le client. Avec le solaire, tout est mathématique.
Il est donc conseillé de s'attacher les services d'un professionnel depuis l'achat des équipements jusqu'à l'installation. C'est surtout le côté support qui sera déjà un point de plus pour la production de ce que tu vas payer. Et ensuite, il y a le régulateur qu'il faut dimensionner, qui puisse supporter le courant total des panneaux pour recharger tes batteries. Et en bas maintenant, vous avez les batteries qu'il faut dimensionner, qui puissent fonctionner avec le temps bien sûr que le client demande. Quand on prend un panneau, vous regardez la courbe du panneau, du fonctionnement nominal d'un panneau, vous avez l'inclinaison qu'il faut forcément adapter pour pouvoir capter le plus de puissance. Et si vous faussez ça, ça veut dire que vous avez beaucoup de pertes qui seront forcément liées à votre installation. Ça, c'est une batterie à acide. Donc ça veut dire que c'est une batterie qu'il faut entretenir. Alors, dans nos milieux chauds, cette batterie peut un peu par moment durer plus que la batterie à gel. Parce que comme c'est une batterie à entretien, si nous arrivons souvent à ouvrir et à laisser échapper la chaleur qui est dedans et à entretenir bien la batterie, par moment elle dure beaucoup plus que la batterie à gel. Si vous êtes dans la zone non lotie, moi je vous conseillerais une batterie à gel, donc sans entretien. Parce que comme vous n'êtes pas forcément technicien, si je vous conseille une batterie à acide, c'est sûr que vous n'allez pas savoir entretenir la batterie. C'est certainement la raison pour laquelle Inoussa Sawadgo a eu des ennuis. Un jour, ma batterie a explosé et cela a causé un incendie chez moi. J'avais une plaque de 250 watts pour une batterie de 200 volts. Et pour éviter ces désagréments, Idrissa Kabouré est catégorique vis-à-vis de ses clients. Je conseille toujours à mes clients de faire installer leur équipement par des professionnels. Certains partent mélanger les fils et nous accusent de vendre du faux. Certains utilisateurs respectueux des prescriptions des techniciens en sont pleinement satisfaits. Bon, on n'a pas de difficultés comme ça avec les plaques solaires. On arrive à suivre la télé, à mettre des brasseurs et tout. Papa même est un technicien en énergie solaire, donc il connaît la qualité. Il a installé de très bonnes plaques. Ce sont les techniciens qui sont venus installer et ils viennent souvent aussi pour suivre ça. Si on a des problèmes, des soucis, on les appelle. Nous utilisons ce qu'ils nous ont conseillé d'utiliser par rapport à la puissance de notre énergie. Pour des solutions d'efficacité énergétique adaptées, de nombreux Ouagalais appellent de tous leurs vœux à la formation des acteurs, les vendeurs d'équipements solaires, les techniciens et les utilisateurs. Et nous allons plus loin sur ce sujet avec notre invité. Il s'agit du directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Monsieur Jean-Marc Palma. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, on l'a vu, les consommateurs sont encouragés à utiliser l'énergie solaire, mais ils déplorent la mauvaise qualité des équipements. Est-ce que déjà, il y a un contrôle qui est fait au niveau de l'importation de ces équipements, à votre connaissance? Okay. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de contrôle formel qui est fait de manière organisée, orchestrée dans ce sens. Et donc, c'est à cause de cette perspective-là, de manque de contrôle, qu'on a mis en place l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui aura pour une des premières missions, qui est de réguler ce secteur et d'apporter éventuellement tout le bassin de connaissances permettant aux importateurs, et y compris aussi le système douanier, de pouvoir rentrer dans une dynamique de contrôle qualité des différents équipements qui rentrent dans notre pays pour nous permettre cette transition énergétique. Et je profite de cette opportunité pour mentionner que l'agence a plusieurs missions. L'une des missions, c'est la régulation du secteur, la promotion de l'efficacité énergétique, parce que le concept du solaire ne peut pas marcher si vous n'aviez pas des équipements qui consomment moins, des équipements qui sont peu énergivores. Parce que si vous avez des équipements qui consomment beaucoup, elles vont demander énormément sur la scène solaire. D'accord. Avant de revenir aux activités de votre agence, on va dire que les équipements de qualité ont aussi leur coût. Est-ce que vous pensez réellement que le Burkinabé moyen peut se procurer ces équipements-là? C'est une très bonne question, parce que je pense qu'il va falloir qu'on mette dans la main, on réfléchisse éventuellement à l'acquisition de ces produits de qualité, parce que la qualité a un coût, et donc c'est important pour nous que nous ayons des leviers
sur le plan national qui permettent éventuellement de soulager l'acquisition de ces équipements. Donc ça veut dire qu'il faudra que les banques, il faudra qu'un système financier vienne éventuellement accompagner cette transition énergétique pour qu'on puisse faire des acquisitions de qualité qui va restaurer éventuellement la confiance de l'utilisateur dans les systèmes solaires. Et donc ça c'est très important qu'ensemble on réfléchisse ce corridor pour que les acquisitions se fassent dans la bonne dynamique, permettant à tout un chacun de pouvoir accéder à des produits de qualité, mais à des coûts que nous allons trouver des leviers et des mécanismes pour réguler l'acquisition. Donc vous assurez que si cela est fait, le Burkinabé moyen peut se procurer ces équipements? Le Burkinabé moyen peut procurer cet équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons par exemple que dans les banques, vous aviez des prêts verts, vous avez un certain montant, le coût de la qualité coûte tant. Vous aviez un premier apport et la banque peut vous accompagner dans un différentiel. Parce que c'est toujours important que cette transition, si nous ne faisons pas un investissement axé sur la qualité, nous allons très rapidement être découragés. Or, c'est un levier très important pour notre transition énergétique. D'accord. Alors, vous avez un peu parlé des missions de votre service qui viennent d'être créées. Et dans les plus brefs délais, quelles seront vos activités? Exactement. Là, l'une de nos priorités, essentiellement, c'est de cette régulation. Nous sommes en train de travailler éventuellement avec la douane pour déjà mettre en place un avant-projet sommaire, éventuellement, pour nous permettre de réfléchir comment nous allons réguler le secteur. Pour accompagner les importateurs dans une dynamique eux-mêmes de pouvoir identifier quels sont les produits de qualité. Qu'est-ce que nous appelons produits de qualité? Quels sont les normes applicables? Qu'est-ce que le Burkina va accepter comme bassin de normes pour l'importation des différents composants solaires? Et donc ça fait l'objet d'un travail pour éventuellement préparer les acteurs au contrôle de ces différents équipements pour que nous fassions des acquisitions qui répondent à notre besoin aujourd'hui au Burkina. C'est très important que nous ne perdions pas la foi et l'effort nécessaire pour réussir cette dynamique. Tant que la qualité n'y est pas, vous allez avoir de l'insatisfaction et très rapidement les gens vont se décourager. Or, nous savons très bien, de par la création de cette agence, qui est une volonté du chef de l'État, à travers le ministère de l'Énergie, à prendre avantage de ces énergies nouvelles renouvelables pour le mix énergétique, qui est vraiment le bassin pour nous dans notre réussite aujourd'hui pour l'énergie. Alors, et si tout cela marche, quelles seront vos relations avec la Sonabel? C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une loi sur l'énergie qui éventuellement dissocie trois composantes. Vous avez la composante, le transport, vous aviez la production et vous aviez la distribution. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aviez ce qu'on appelle des producteurs indépendants. Des producteurs indépendants qui vont faire de la production d'énergie à partir des énergies nouvelles renouvelables. Et qui parle d'énergie nouvelle renouvelable, cela revient à l'agence de pouvoir s'impliquer dans la promotion de tous ces projets en énergie nouvelle renouvelable. Donc du coup, ça veut dire que la Sonabel et l'agence vont travailler ensemble à la promotion du mix énergétique. Parce que la Sonabel va faire la promotion du conventionnel. Et l'ANERE va faire la promotion des énergies nouvelles renouvelables avec le terreau favorable de l'efficacité énergétique qui permet éventuellement cette transition. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Palma, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. De la politique, pour poursuivre ce journal, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès proposent le renforcement du dialogue interreligieux et l'accélération d'une stratégie nationale pour venir à bout du terrorisme au Burkina Faso. Ils n'oublient pas la nécessité de renforcer les moyens d'intervention des forces de défense et de sécurité. Ils ont identifié ces solutions au terrorisme au cours de leur deuxième journée parlementaire qui se sont achevées hier à Zignari. Daouda Ouattara et Zali Sassanfo. 2 jours à écouter les experts décortiquer le terrorisme dans toute sa dimension. 2 jours à rechercher des solutions pour le vaincre. À l'issue des travaux, le groupe parlementaire CDP pense avoir trouvé les solutions pour libérer le Faso du terrorisme. L'une des premières recommandations qui nous semble importante, c'est celle en rapport avec la nécessité de lutter contre la stigmatisation. C'est nécessaire que l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme se fasse. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une stratégie. Le renforcement aussi des compétences et des capacités plutôt des forces de défense et de sécurité, ça aussi c'est une recommandation forte que nous avons prise. Nous avons après cela pensé que c'est important que le vivre ensemble soit promu, que un nouveau pacte social soit établi entre Burkinabés. Et pour les députés membres du groupe parlementaire CDP,
Toutes les recommandations formulées ici ne doivent pas sommeiller dans les tiroirs et ils y veilleront. Les parlementaires du CDP vont exercer leur rôle de contrôle au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne manquerons pas d'interpeller les membres du gouvernement pour voir si toutes nos recommandations sont prises en compte. Alfred Sanou et ses camarades disent refermer cette deuxième journée parlementaire avec beaucoup de satisfaction, avec le reflet du devoir accompli, celui de dégager une piste de solution à un problème aussi crucial qu'est le terrorisme. Dans le cadre de la promotion des droits humains, 2 experts internationaux du domaine ont séjourné au Burkina Faso. Ils ont rencontré des organisations de la société civile en vue de poursuivre le dialogue pour un meilleur respect des droits de l'homme au Burkina Faso. Au terme de leur séjour, les 2 experts ont fait le point de leur travail à la presse. Des précisions avec Oscar Soulama et Omar Zombri. Cette mission des experts en droits de l'homme fait suite à celle du ministre de la Justice à Genève en juin 2016 pour présenter le rapport sur la mise en œuvre des politiques en matière de promotion des droits humains au Burkina Faso. Ba Mariam Koïta et Patrick Mutzenberg ont au cours de leur séjour rencontré des autorités pour poursuivre les discussions sur les recommandations faites au pays pour la promotion des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons conduit cette mission de suivi. L'idée étant qu'une fois que nous avons ces recommandations, nous puissions engager un dialogue constructif avec les autorités et continuer le dialogue qui s'est noué à Genève dans la réalité nationale, au niveau national. Le Burkina Faso a émis un rapport de suivi prenant en compte les recommandations dont les 3 prioritaires sont axées sur les questions liées au groupe d'autodéfense appelé Korluego, à l'égalité entre les hommes et les femmes, au mariage précoce et à la traite des hommes. Et cette réactivité du pays est saluée par les 2 experts. Le comité le félicite pour avoir répondu dans les délais à ces recommandations prioritaires. Le Burkina Faso est allé aussi dans le sens d'accepter de s'inscrire désormais dans la liste des questions préalables pour le traitement des rapports périodiques. Le document produit par le Burkina fera l'objet de discussions au mois de mars 2018 à Genève, selon Patrick Mutzenberg. Ba Mariam Koïta et Patrick Mutzenberg saluent également la franche collaboration entre les organisations de défense des droits de l'homme et le gouvernement burkinabé. Le ministre de la Santé a entamé une tournée nationale pour exposer sa nouvelle vision du système sanitaire burkinabé. La première étape de cette tournée a conduit le ministre Nicolas Meda dans quelques formations sanitaires de la région du Sud-Ouest. Il a eu des échanges à bâton rompu avec les personnels des structures sanitaires visitées. On fait le point avec Basile Bassolé et Isiaka Nana. Le ministre de la Santé en tournée dans la région sanitaire du Sud-Ouest. Au CMA de Dano et de Diebougou en passant par le centre médical et le CHR de Gawa, Nicolas Meda est venu féliciter et encourager les agents de santé de cette partie du Burkina. Occasion également pour le ministre d'expliquer la nouvelle vision de son département. Un plan de transformation du ministère de la Santé à l'aide du PNDS, le plan national de développement économique et social. Le premier objectif ou le premier effet attendu du plan national de développement économique et social, c'est rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous. C'est ça qu'on appelle en français compliqué la couverture sanitaire universelle. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher à mettre en place à partir de la base. Promouvoir un système de santé qui valorise la prévention et qui fait de l'approche communautaire des soins de santé primaires le socle de la marche du Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle. C'est l'ambition qui se fixe donc le ministère de la Santé, une vision saluée par les acteurs. Le personnel attendait peut-être un discours politique. Voilà, nous allons revenir, réflexionner, nous allons donc construire des bâtiments, nous allons vous doter de motos, de véhicules de supervision. Mais le ministre est allé au-delà. Voilà, il nous a parlé donc d'une restructuration donc, du ministère de la Santé et nous croyons que s'il arrive à réaliser ce qu'il a prévu, nous allons donc être tous satisfaits. Et pour une mise en œuvre efficace de cette nouvelle vision du département de la santé, le ministre Meda dit compter sur l'engagement des agents, mais aussi de toutes les communautés. Cette tournée dans le sud-ouest constitue la première étape d'une série de visites dans les 13 régions du Burkina.
Une tournée au cours de laquelle le ministre de la Santé a rendu visite aux notabilités coutumières et religieuses. Les candidats de l'émission FASO Académie de la RTB se préparent à affronter l'étape de la demi-finale. Ces candidats sont présentement internés pour recevoir des formations sur la musique. C'est un encadrement assuré par des professionnels de la musique, mais le sport est aussi un atout capital pour les candidats. On voit cela avec Oscar Soulama et Aruna Mari. La course pour la victoire est entamée pour les demi-finalistes de FASO Academy. En file indienne et sous la supervision de leur coach sportif, ils pratiquent le sport matinal. 2, 1, 2, 1, 2. Dès que l'école finit, nous, c'est adieu le sport. Mais maintenant, on est venu ici chaque matin, on fait le sport, le soir aussi le sport. Bon, pour un début, c'est assez difficile parce qu'on n'est pas habitué. On a des coups battus partout. C'est comme si on était malade, mais bon, comme c'est pour du bien, on va tenir le coup. L'activité peut paraître banale pour le commun des mortels. Pourtant, le sport a toute sa place dans l'apprentissage de la musique. Le matin, on fait le réveil musculaire. À part ça, le soir, on fait vraiment les activités respiratoires proprement dites. Parce que ce sont des artistes. Donc, la respiration intervient beaucoup dans leurs prestations sur scène. Ça se passe très bien. C'est vrai que il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas habitués au sport. Et donc, ils font des faux malades, tout ça là. Mais bon, on fait avec le groupe qu'il y a. Après le sport, les candidats prennent ici des cours pratiques de musique. Là, Aloïs Nikiema, leur enseignant, avec ses 30 ans de métier dans les jambes, leur ouvre son capital d'expérience. D'abord la posture, la respiration, voilà, et l'utilisation des résonateurs pour que la voix vibre bien et que la personne vive sa chanson. L'exercice peut paraître un jeu d'enfant, mais c'est une étape essentielle pour libérer le potentiel artistique qui sommeille chez ces futurs stars. Au début, c'était pas simple. J'avoue que c'était pas simple. Voilà, souvent il faut beaucoup, après avoir travaillé, on n'a plus la voix. Mais la voix qui revient après, bon, souvent on se décourage, mais c'est ça quoi. La journée se poursuit cette fois-ci avec l'artiste Bill Akakora et son orchestre. Il est question ici d'auditionner les différents candidats et de procéder à la mise en place des morceaux. La première des qualités pour moi, c'est d'être sincère et puis de se dire que la musique, c'est le travail. En général, quand on dit ça, les gens se disent mais comment on travaille? Mais ils ont commencé le travail, c'est de bien bosser les morceaux qu'on a imposés, les morceaux qu'ils ont, de tendre l'oreille, de bien écouter, d'être assidu, ne surtout pas être pressé. La formation se poursuit jusqu'à l'étape de la finale. La RTB, promotrice de FASO Academy, espère, grâce à cette émission de télé-réalité, faire émerger de nouveaux talents pour le rayonnement du showbiz burkinabé. Actualité à l'international, la tension ne cesse de monter entre les États-Unis et la Corée du Nord. Washington a procédé à une démonstration de sa force militaire ce week-end, mais cette démonstration, autant que les sanctions internationales, ne semble pas inquiéter le régime de Pyongyang. Après l'escalade verbale, la démonstration de force. Un pas supplémentaire a été franchi entre la Corée du Nord et les États-Unis. Des chasseurs et des bombardiers américains ont longé ce samedi les côtes nord-coréennes sans franchir les limites de l'espace aérien international. Ce sont sans doute les mêmes avions filmés ici il y a quelques jours lors d'exercices conjoints avec la Corée du Sud.
Les appareils ont décollé de la base de Guam dans le Pacifique et de l'île d'Okinawa au Japon. Le message est très clair, démontrer la puissance de feu des États-Unis, prêt à contrer toute menace et à protéger ses alliés, Séoul et Tokyo. Le régime nord-coréen, qui se targue d'un indéfectible soutien populaire, n'entend céder ni aux menaces américaines ni aux sanctions internationales. Il ira jusqu'au bout pour se doter de l'arme nucléaire et n'hésitera pas à prendre, je cite, des mesures de prévention impitoyables en cas d'attaque militaire des États-Unis. Retour au Burkina Faso pour Dimanche à Sport et je suis en compagnie de Lassina Sawargo. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors on va rapidement commencer par le championnat national de volleyball qui a connu son dévouement le vendredi dernier. Bien sûr, un dénouement qui a vu donc le sacre de l'AS Douane en dames au Palais des Sports de Ouaga 2000. Sur ces images que vous voyez juste derrière, l'AS Douane a pris le dessus sur l'AS Sonabel sur le score de 3-7-0. Idem pour les bleus et blancs de l'étoile filante de Ouagadougou qui ont battu l'Union sportive des forces armées sur ce même score 3-7-0. Naturellement, les médailles, les trophées donc pour les champions. La conséquence, Nathalie, c'est que désormais le volleyball voudra aussi désigner donc ces différents champions pour la nuit des champions à JSB. On passe rapidement au football. Justement, avec donc la coupe de la Ligue du Centre, bien sûr, avec la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou sur Salitas, 1-0. Et puis après, donc, le terrain, ce sont l'Assemblée générale du Rail Club du Kadiogo. Vous savez que depuis la démission de M. Amadou Traoré, le club était sans responsable et désormais c'est fait avec un serpent à 3 têtes. Du côté donc du RCK, on a Bamoussa Traoré, Vincent Kambouré et Alassane Tchombiano pour diriger le club pendant une année avant qu'on ne trouve donc le Messi pour les Faucons avec un bilan moral de 2 titres de champion pour M. Amadou Traoré, une coupe du Faso, une super coupe AJSB. On parle d'un investissement de 180 millions par an depuis que le monsieur était à la tête du Rail Club du Kadiogo. Voici les 3 informations en images qu'on voulait vous montrer. On va aussi vous dire que du côté du basketball, le championnat en matière de phase, donc, connaîtra son dénouement aujourd'hui au Palais des Sports. À l'heure où je vous parle, nous avons donc le match AS Sonabel AS Soneyab qui s'est joué avec la victoire de l'AS Sonabel sur le score de 83-59. Et puis actuellement, le RCK croise l'AS Sonabel. Nathalie, en bref, on va vous dire qu'il y a des clubs qui ont eu donc des nouveaux patrons. Il s'agit de l'UZI, qui a un nouveau président qui s'appelle Bakari Bari Di Godré. Et puis du côté de l'Union sportive de la Comoé, le nouveau président s'appelle Ladji Koulibaly, honorable député à l'Assemblée nationale. Autre information en bref, c'est donc la CAF qui retire l'organisation du CHAN 2018 au Kenya. Vous savez pourquoi des remous politiques de ce côté-là et puis aussi un cahier de charges qui n'a pas été respecté. 10 jours pour connaître donc, pour ouvrir bien sûr la page des candidatures pour de nouveaux candidats pour le CHAN dont le Burkina Faso doit prendre part donc à ce CHAN avec l'équipe de Drissa Malo Saboteur. Rendez-vous maintenant demain pour le magazine des sports avec les sujets bien sûr d'actualité. Et puis bien sûr le sujet sur la liste des étalons et ce débat qui continue de courir sur la non-sélection ou pas de Patrick Malo qui n'a pas été sélectionné par Paulo Duarte. Voilà. Merci beaucoup Lassina Sawargo. Voilà, merci aussi à vous d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente soirée sur la RTB et à très bientôt.